Eh bien, merci beaucoup de venir assister à mon cours cette année. Ce cours portera sur un programme initié par Baldwin Kashdan qui peut être décrit comme une sorte de tentative de généraliser la thèse de tête à toutes les fonctions N automorphes. Bien que ce programme est très très loin d'être complété, il y a encore plein de trous. Il y avait des progrès assez substantiels directement dans ce programme ou bien dans des problèmes connexes pour qu'il fasse un sujet du cours. Donc, pour cette première leçon, je vais rappeler un peu la thèse de tête. Je m'excuse si vous le connaissez tous. Et puis, de sorte que fixer une notation pour qui se prête à une généralisation. Donc, commençons par la thèse de tête. Donc, Tate a proposé une interprétation de la fonction zeta de Riemann, et aussi bien que la fonction elle-même que la somme d'équations fonctionnelles en termes des intégrales sur le groupe des idèles. Donc, rappelons que la fonction zeta de Riemann, elle est définie comme zeta de S, la somme. Et il est défini en fait comme un produit eulérien, surtout et non premier. Et cette expression a un sens lorsque la partie réelle de S est plus grande que 1. Donc, on a une série et un produit convergent. Et Riemann a démontré que cette fonction admet un prolongement méromorphe. À tout S, avec un pôle en S égale à A, et elle admet une équation fonctionnelle qui relie essentiellement zeta de S à zeta de 1 moins S à travers la fonction psi, donc psi de S, égale à pi. C'est une sorte de. Je pense que j'oublie, il y a un gamma ici, mais je ne me souviens pas très bien si S ou S sur 2. Comme je n'ai pas sur mes notes, je l'oublie. En tout cas, en ajoutant un facteur de gamma, on trouve l'équation fonctionnelle de psi de S égale à psi de 1 moins S. Et l'un des aspects les plus remarquables de la thèse de tête, qui donne une interprétation aussi bien du facteur en P, de 1 moins P moins S, moins 1, que ce facteur gamma dont j'oublie la forme exacte de façon uniforme. Donc, rappelons l'interprétation du facteur en P, en premier P. Donc, 1 moins P moins S moins 1. Donc là, il est plus commode d'écrire comme une somme n de 0 à infini de P moins N moins S. Et ça s'écrit comme l'intégrale sur QP étoile de la fonction caractéristique de ZP contre le caractère, la valeur absolue de x à la puissance S et la mesure de R. Donc, d étoile x est la mesure de R
invariante sur QP étoile normalisée de sorte que le volume de ZP étoile est égal à 1. Donc vous avez bien remarqué que cette fonction n'est pas supercompacte. Quand on restreint à QP étoile, parce qu'on a manqué le point 0, de sorte qu'avec cette mesure, ça se décompose en une somme infinie, qui est exactement cette somme. Donc le P moins NS, c'est la valeur de x à la puissance S quand vous êtes dans l'ensemble de x de valeur absolue n, de l'évaluation n. Voilà, donc cette intégrale converge pour la partie réelle de S plus grand que 0. Donc, place sur place, la convergence, on a une meilleure convergence. Et le facteur à l'infini se prête à une interprétation complètement similaire. On remplace simplement cette fonction par la fonction gaussienne. Donc, similaire. Donc, on remplace par la fonction gaussienne. Donc il y a un peu de mesures à fixer et vous trouvez cette expression. Parfois, il y a une 1,5 ici, il y a une S sur 2 ici. Je vous épargne et j'oublie aussi, je peux l'expliquer. Eh bien, donc en général, on a les deux intégrales ici. On a l'intégrale zeta de tête, donc zeta de phi de qui, et donc on est sur un corps local f, c'est un corps local, donc ou bien QP, ou bien A, R, etc. Donc on intégrale sur f étoile de phi de x, qui de x, et contre la mesure de R. Ici, phi est une fonction de test, donc c'est une fonction de Schwarz. C'est une fonction de Schwarz sur f. Donc, lorsque f est un corps local non archimédien, c'est une fonction localement constante, supercompacte. Et lorsque c'est une fonction, lorsque f est sur une norme réelle, c'est vraiment la fonction de Schwarz au sens usuel. Et on va à des croissances rapides ainsi que tous ses dérivatives. Voilà. Et cet espace de Schwarz, l'un des aspects essentiels, c'est qu'il est stable par la transformation de Fourier. Et les fonctions un peu meilleures que les autres sont des fonctions de test qui sont stables par la fonction de Fourier. Donc c'est comme la fonction 1 de ZP ou bien la fonction gaussienne. Donc, ça dépend un peu de la mesure, mais tout ça, je ne veux pas fixer les mesures maintenant. Et ça prend du temps. Donc, en tout cas, si on regarde, ces expressions peuvent se formaliser comme l'intégrale sur f étoile d'une certaine fonction de test contre un caractère. Donc, et qui c'est un caractère qui n'est pas nécessairement unitaire. Donc, quand je dis caractère, ce n'est pas forcément unitaire. Donc, un caractère comme ça peut s'écrire sous la forme, peut-être pas uniquement, mais Q0 de x fois x à la puissance s, où Q0 est un caractère d'ordre fini. Voilà. Et de sorte qu'on peut définir ce que c'est la valeur absolue de qui. La partie réelle, de qui, c'est la même chose que la partie réelle de S, donc qui est maintenant canonique. Et cette intégrale converge dans l'intégrale zeta converge lorsque la partie réelle de qui est positive. Et puis à cause de cette expression,
on voit bien que je vais noter X, je pense que je vais noter XF étoile. Pas la bonne notation, mais je ne trouve pas d'autre. Et le groupe de caractères de F étoile, et donc ça sera une structure de variété analytique complexe de dimension 1. Donc le cadre d'ordre fini, vous faites des composantes connexes de cette variété et la variable S donne la paramétrisation complexe. Voilà. Donc c'est important vraiment de bien situer cette expression. Si phi est fixé, donc toujours cette expression, si phi est fixé, alors, d'ailleurs, j'ai oublié que cette expression admet un prolongement méromorphe, surtout x de f. Donc, alors la fonction phi tilde de qui et si phi de qui et la transformée de Méline. De Méline de phi. Donc c'est une fonction de variable qui, c'est une fonction analytique qui a un pôle quelque part. Il y a un seul pôle. Et donc ça, de cette expression qui a deux paramètres, si on fixe 1, si on fixe phi, ça devient la transformée Méline de phi. Et si on fixe qui, donc, admettant que la convergence, attend que c'est un sens, même après la régularisation, ça fait une distribution. Donc la fonction phi donne zeta phi de qui est une forme linéaire. Donc, forme linéaire continue sur l'espace de Schwarz qui est qui variante. Justement parce qu'on intègre contre le caractère qui. Et cet espace, donc on dit c'est une distribution qui variante, et cet espace est dimension 1. Donc ça c'est un point essentiel dans le test de Tate. Et en fait, c'est ici, on est un peu embêté parce que l'intégrale ne converge pas toujours, il faut régulariser, mais la meilleure façon de le dire, c'est en fait que ces fonctions phi tilde, le transformé de Méline en fonction des sections d'un fibré en droite, d'un faisceau inversible. D'un faisceau inversible sur la variété analytique complexe XF étoile. Donc, en faisant ceci, on regarde simplement la valeur résiduelle de phi tilde en chaque point qui. Et comme c'est justement un faisceau inversible, cet espace de dimension A, c'est la fibre résiduelle de ce faisceau inversible. Bien. Et donc, à partir de cela, on obtient ce que Tate appelle l'équation fonctionnelle locale Est-ce qu'il y a des questions si, Donc, parce que on a un transform de Fourier
transformation de Fourier qui va de S de F dans S de F. Donc phi donne phi chapeau. Et donc ça opère aussi sur l'espace des transformés de Méline. Donc, phi Tinda, ça va avec phi chapeau Tinda. Et, mais cette expression, donc c'est une involution sur les sections de ce faisceau, mais qui est compatible avec une évolution sur l'espace. Donc sur l'espace, donc compatible. Donc il y a des sections du faisceau versible que je n'ai pas trouvé de nom. Sur cette analytique qui est compatible avec l'involution qui donne qui moins 1 et qui 1. Alors, ça veut qui 1 de x, c'est ça la valeur absolue de x. Donc, alors, vous me demandez pourquoi subitement il y a ce qui de 1. C'est parce que quand vous faites un Fourier, c'est un produit de convolution de l'exponentielle. Ça peut se voir comme un produit de convolution de fonction exponentielle avec la fonction test. Mais pour le faire, il faut changer la mesure additive en mesure multiplicative. Donc il y a un dx devient d étoile x fois la valeur absolue x. Donc la valeur absolue se répercute ici. Et c'est tout. Donc en tout cas, à cause de ça, quand vous regardez, vous avez le droit comme c'est seulement de faire le quotient entre ces sections, en tenant compte de cette involution, ça vous fait une fonction méromorphe sur cette variété analytique. Donc, j'écris l'expression ici. Donc, on a si zeta, l'intérêt zeta de phi qui divisé par zeta de phi chapeau. Mais je dois évaluer sur le point correspondant, c'est qui moins 1, qui 1. Donc là, ça devient une fonction méromorphe, parce que c'est simplement le quotient de deux sections d'un fichier inversible. Donc on appelle ça c'est gamma de qui. Donc ce qui est bien, c'est que c'est indépendant de phi. Donc c'est une expression qui ne dépend plus que de qui. Donc ça, c'est indépendant de la fonction test. Donc ça, c'est la chose essentielle. Et donc, gamma est une fonction méromorphe sur cette variété analytique. Voilà. Donc, dans cette perspective, en quelque sorte, la fonction gamma est plus importante que la fonction n, zeta. Donc, on met plus l'accent sur la fonction gamma que la fonction n. Mais lorsque f est égal à qp, par exemple, et si ça marche pour n'importe quelle phi, alors pourquoi pas prendre phi égale à 1 zp, eh bien, vous trouvez que gamma p de s est 1 moins p moins s moins 1 divisé par 1 moins p. Donc, je n'essaie pas de simplifier, je vais m'en mettre donc, ce sera le quotient des facteurs en p de zeta et zeta moins 1 moins s. Donc, et de sorte que l'équation fonctionnelle
Donc il y a la même chose sur la place infinie, mais là c'est souvent des intégrales un peu abominables, fonctionnelles. Au moins de la forme très formelle, j'écrirais comme gamma le produit sur tous les P dans les nombres premiers, ajouté infini de gamma P de S, il y en a un. Parce que terme par terme, le quotient est sur le gamma, donc on aimerait bien dire que c'est l'équation fonctionnelle, c'est le produit. Mais en fait, autant que ça n'a pas de sens, parce que ce produit ne converge nulle part, donc il n'y a pas de... Mais en fait, c'est quand même, c'est joli. Donc ça, c'est l'équation fonctionnelle locale. Donc ça, c'est sa partie globale. Mais la façon de la rendre rigoureuse, c'est d'écrire, là, il faut ajouter la fonction test. Là, j'écris sans fonction de test, il faut mettre fonction de test, on aura des choses convergentes, etc. Voilà. Et donc ça vient bien sûr, comme Ted a montré que ça vient de la formule sommatoire de Poisson. Donc j'en dis très peu sur la formule sommatoire de Poisson parce que je n'ai pas quasiment rien à dire là-dessus. Mais à la fin, il y a un séminaire de Getz, qu'il a trouvé une assez jolie nouvelle formule sommatoire de Poisson. Donc mon cours portera plus sur les aspects locaux et sympériques de la fonction gamma, etc. Donc essayons d'écrire donc trouver une expression intégrale de cette fonction gamma. Je réalise que j'ai des fautes dans ma note, mais alors on a phi chapeau donc, de y et l'intégrale sur f de phi x exponentielle que j'ai appelé psi de xy de x. Et donc si j'écris ça phi x c'est mieux d'écrire ça comme phi de x-1, donc je change x-1 pour faire le produit de convolution. Donc c'est phi-1. Donc ici, je dois écrire dx fois x. Donc c'est phi-1. Convolé avec psi. Je m'excuse, je n'ai pas préparé, donc je vais m'embrouiller. Mais essentiellement, essentiellement, on va avoir une formule comme ça, donc gamma de f étoile de psi de x, pi de x. Peut-être une valeur absolue ici, parce que j'ai un peu oublié cette valeur absolue, mais je vais le fixer après. Donc la fonction gamma, c'est essentiellement la transformation de Méline
du caractère addictif. Ce caractère additif est toujours unitaire. Donc il faut ajouter un valeur absolue quelque part. J'ai un peu oublié. Voilà. Donc si on fait un résumé, un peu formaliser les arguments ici, on voit que la thèse de tête consiste à voir l'étude de la fonction zeta de Riemann et son équation fonctionnelle comme le miroir de Méline, notamment de Méline, le transform de Fourier. Donc c'est pour ça donc on a donc K c'est un corps global. Donc on a A, le corps des adèles. Et puis on a pour chaque place on a ce K de V. Donc ce qu'il faut c'est quelques points d'abord. On doit avoir cet espace de Schwartz. Donc l'espace de fonction Schwartz. Sur K de V. Donc, de nouveau, c'est une fonction localement constante à support compact pour les corps locaux non archimédiens. Et en les places infinies, c'est des fonctions de Schwartz sens ordinaire, des fonctions des croissances rapides, ainsi que leurs dérivées. Et il ne vient pas tout seul. À chaque fois qu'on devrait avoir une fonction distinguée, une fonction basique, cette fonction-là, ce sera en fait, on doit le faire que sur un ensemble de places en dehors d'un ensemble fini. Donc, ce sera la fonction caractéristique de l'anneau des entiers. Donc, OV, c'est l'anneau des entiers. De KV. Donc, c'est nécessaire même pour la logique, parce que pour définir l'espace de Schwartz sur les adèles, on a besoin pas seulement de l'espace de Schwartz local, mais aussi des fonctions distinguées pour en faire une limite. Donc ça, c'est l'espace engendré par les fonctions de la forme, un produit sur V dans S, un phi V. Donc S est un ensemble fini de places sur lesquelles on choisit une fonction arbitraire, mais sur les autres places, on n'a droit que de prendre cette fonction basique. Autrement dit, cet espace est une limite inductive de produit tensoriel. Donc pour ça, le choix des fonctions est essentiel même pour la définition de cet espace. Donc ensuite, on a la transformation de Fourier. Donc il opère aussi bien sur SK de SKV et qui fixe de façon basique pour un nombre, pour presque toute place, et donc s'il agit sur l'espace de Schwartz SA. Et enfin, on a la formule méthode de Poisson. Une fois qu'on a tous ces ingrédients dans la liste de Fourier, il suffit d'appliquer la fonction de Méline et on obtient ce qu'on voudrait du côté de la fonction de zeta. Voilà, c'est tout. C'est bien ce que j'ai à dire sur la thèse de tête. Il y a des questions ? Donc,
Donc maintenant, en quelque sorte, le rêve, c'est d'obtenir le prolongement méromorphe des fonctions et l'équation fonctionnelle des fonctions L automorphes. Qu'a défini Lang-Lans au début des années 70. Donc je vais commencer par rappeler la définition de Lang-Lans des fonctions L automorphes. Donc G est maintenant un groupe réductif sur un corps global petit k. Et donc on a G de A, le groupe des points adéliques de G. Et on a, je ne vais pas rappeler ce que c'est automorphe, c'est impossible. Donc pi est une groupe automorphe, donc c'est un produit tensorien des pi de V sur toutes les places de K. Et donc pi V, c'est au moins sur des places non archimédiennes, c'est une représentation admissible de G de KV, et pi V est non ramifié pour presque toute place V, dans le sens où il admet un vecteur fixe sur le compact hyperspécial de G. Donc Lang-Lans introduit son N-groupe qui sera un groupe sur les fichiers donc complexes, un produit semi-direct de G chapeau et gamma, où G chapeau c'est le groupe du type complexe dont le système de racines est dual à celui de G, et gamma c'est le groupe de Galois d'une extension finie K' sur K, ou K' une extension finie qui déploie le groupe réductif G, et le déploiement nous donne une action de groupe de Galois sur le système de racines, à partir de laquelle on peut construire ce processus semi-direct. Donc ça c'est important pour la suite, mais comme je n'ai pas trop envie de m'embêter avec ça, donc pour aujourd'hui au moins, donc je suppose que G est déployé. Et donc, NG, c'est seulement G chapeau pour aujourd'hui. Et dans ce cas déployé, on voit que lorsque pi V, sur les places où pi V est non ramifié, est une représentation non ramifié de G de KV, alors il est non ramifié, donc il est classifié par une classe de conjugaison semi-simple de G chapeau. Donc pi V s'envoie sur sigma V. Une classe de semi-simple de ce groupe complexe. Donc Lang-Lans, donc ça c'est Lang-Lans aussi, mais de nouveau Lang-Lans, introduit une fonction L. Et pour cela, il faut introduire un autre ingrédient qui est une représentation du groupe dual. Donc NG, donc rappelons-nous, c'est seulement un groupe connexe. G chapeau, ici, dans G1 ln de C.
qui permet de convertir ces cas de conjonction semi-simples en des matrices semi-simples. Donc il va définir NS. S, c'est l'ensemble fini comprenant les places archimédiennes et les places ramifiées. Donc on a une fonction L incomplet, S puro. Donc S, c'est le paramètre complexe, pi, c'est la représentation automorphe, et ρ, c'est la représentation dimension finie du groupe dual. Donc maintenant, ça va être un produit eulérien sur les V qui n'est pas dans S de déterminant de 1 moins ρ sigma V. Et on a donc ce PV, c'est le nom de la place V, moins S, moins 1. Donc c'est exactement comme la fonction zeta de Riemann, sauf qu'on a ajouté cette matrice. Donc, par un argument relativement simple de théorie de représentation, on démontre que cette fonction est convergente sur un demi-plan. La partie réelle de S est assez grand. Un truc explicite, ça dépend que du système de racines. Et donc la conjecture, c'est donc la conjecture sur les fonctions L, la conjecture de Langlands. Dans le même papier qui a fondé théorie automorphe moderne, en quelque sorte, il conjecture que cette fonction NS, S pi ρ, donc il y a un grand S et un petit S, donc ça c'est le grand S, admet un prolongement méromorphe. Et après, il est possible de définir des facteurs L locaux en toute place. Donc c'est une définition locale qui ne dépend pas du fait qu'on considère la composante locale d'une représentation automorphe. Ça devient une définition locale de facteur N d'une représentation du groupe local. Tel que, une fois qu'on complète cette fonction L, et de sorte qu'après complétion de la fonction N incomplète, de N, S pi ρ, on obtient une équation fonctionnelle. Qui relie S et A moins S. Donc c'est ça la conjecture de Langlands qui est vraiment remarquable de tout point de vue. Et des cas connus, il y a pas mal de cas connus, mais je pense que le plus important, sans doute, c'est le cas G, le cas principal, la fonction N principale de Jacquet et Godement. De Jacquet et Godement. Qui concerne le cas où G est GLN. Donc, un cas G chapeau, c'est aussi GLN de C, et ρ, c'est la représentation identique de GLNC dans lui-même. Et puis, il y a d'autres cas aussi, mais j'en dirai plus dans le cours, mais je ne veux pas en dire maintenant. Et ce cas-là est complètement connu. En fait, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'en fait, Godement et Jacquet arrivent à
à traiter ce cas par une généralisation essentiellement directe de la thèse de tête. Donc, Gautman-Jacquet arrive à traiter le cas principal par une généralisation directe. De la méthode de tête. Donc, il s'agit donc de mettre en place une analyse de Fourier et ensuite d'appliquer la transformation de Méline. Donc, pour ça, il faut mettre un espace. Donc, ce qu'ils font, c'est prendre Mn. Donc, c'est l'espace des matrices n fois n. Donc, il contient bien sûr GLN comme un ouvert de Zariski. Donc ça, c'est l'espace de base. Et donc, en toute place V de K, on va prendre l'espace de fonction Schwartz. Donc ça a un sens parce qu'il s'agit d'un espace vectoriel. Donc, Mn, c'est l'espace de matrice. Donc, Mn de Kv, c'est l'espace vectoriel. Donc, de nouveau, c'est des fonctions de Schwartz ordinaire, lorsque V est une place archimédienne, est une fonction localement constante supercompacte, lorsque V est non archimédienne. Donc, en toutes les places, donc, on a aussi la fonction basique bêta de V, c'est la fonction caractéristique, donc ça paraît vraiment très naïf, donc on prend simplement les fonctions caractéristiques des matrices entières dans cet espace de Schwartz. Mais il faut quand même souligner l'importance de cette fonction sur les représentations, c'est que la trace, si on prend la trace de cette fonction basique sur une représentation piv de GLN de KV, eh bien, il y a deux cas. C'est la facteur local, SNS. Il faut que je mette le déterminant de la puissance S ici. C'est le piv tordu par le déterminant de la puissance S. Ce sera NS piv et puis le principal. Donc identité N. J'enlève ici. Si je n'écris pas le ρ, ça veut dire que c'est le cas principal. Si piv est non ramifié, et sera 0 sinon. Donc cette fonction basique, elle est importante. On détecte des fois les représentations non ramifiées sont exactement celles qui interviennent dans la définition originelle de Langlands pour la fonction N incomplète, et elle prend 0 sinon. Donc, en quelque sorte, c'est le point de départ de cette fonction-là. Et ensuite, donc, je ne sais pas si c'est 1, 2, 3 et 4. La 4, ça va être la fonction de Fourier. La fonction de Fourier, il faut un noyau, donc c'est un groupe, c'est la transformation Fourier sur le Fourier. Donc c'est un produit de convolution avec le noyau, donc donné par K de n de x, c'est simplement le psi. Donc ça c'est le caractère additif appliqué à la trace de x. Donc c'est un transform de Fourier sur les matrices en faisant un produit de convolution là avec la psi de la trace. Et j'aurais dû écrire ici parce que c'est vraiment le point important.
donc Kn, c'est psi de la trace de x. De nouveau, il faut peut-être corriger par le déterminant la puissance n moins 1, mais je veux m'épargner de ça pour l'instant. Donc, tel que pour toute représentation irréductible, pi de Gln de K de V, et pour toute coefficient de matrice, f de pi, eh bien, si on convole Kn avec f, donc après, si c'est supercuspidane, ça converge Tenken, sinon il faut faire une régularisation, mais ça fait le gamma n de pi de f. Donc il agit par un scalaire sur les coefficients de matrice, et le scalaire ne se dépend que de la représentation, c'est le facteur de gamma. Donc le facteur de gamma est la transformation de Méline de cette fonction, psi de la trace. Et enfin, c'est la formule sommatoire de Poisson. Voilà. Donc ça, c'est le... Bon, il y a d'autres choses dans le lecture note de Gottman-Jacquet, mais si on peut formaliser de cette sorte, comme une génération de thèse de tête, donc on remplace les fonctions de Schwartz sur KV par les fonctions de Schwartz sur les matrices, et on remplace la fonction caractéristique de OV par une caractéristique de matrice entière. Et on remplace la fonction de Fourier par le Fourier qui est vraiment évident, c'est le psi de la trace. Et voilà. Donc, on voit bien que du coup, ce cas est complètement connu, donc le cas général de la conjecture de Langlands. Sur les fonctions N automorphes, se déduira du principe de photoréalité. Donc ça, c'est une autre conjecture. Donc il y a peut-être 2 ou 3 conjectures de Langlands, sont tous reliés les uns aux autres. Mais ici, la conjecture de photoréalité implique littéralement la conjecture de fonction L, parce que si on a le ρ qui va de Gng dans Gln de C, donc disons que j'échappe court, on est dans le cas déployé, donc il y a un transfert des représentations automorphes. Donc pour chaque représentation automorphe de G, ça définit une représentation automorphe de GLN. Donc c'est le transfert se formule très simplement dans le cas où le groupe d'arrivée c'est GLN, il n'y a pas de paquet. Et les transferts locaux compatibles. Donc de sorte que maintenant donc pi, on envoie sur pi ρ, de sorte que n s pi ρ est par définition essentiellement le même chose que ns pi ρ comme ça. C'est un représentation automorphe de Gln appliqué à un standard. Donc le Gottman-Jacquet, la théorie de Gottman-Jacquet implique ici la conjecture sur la fonction L. Donc il y a un sens qui est complètement formel, c'était fait pour. Donc
Le principe de fonctionnalité de Langlands implique tout ce qu'on veut sur les fonctions N automorphes. Bien sûr, modulo la théorie de Goldman-Jacquet. Mais en fait, ça marche un peu dans l'autre sens aussi. Si on connaît l'équation fonction N automorphe, on arrive à établir l'automorphie des représentations. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la théorie de Converse théorème, théorème inverse, mais donc essentiellement, ça va dans l'autre sens aussi. Donc, mais bien sûr, c'est beaucoup moins formel que dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un peu, tout ça c'était déjà envisagé dans l'article de Langlands, je pense. Et dans les débuts de l'année 2000, à la fin de l'année Bavman et Kashdan formulent une sorte de programme qui consiste en fait de le prendre justement un peu à rebrousse-poil. Donc d'essayer de Bavman et Kashdan. Essayer une tentative de démontrer, de généraliser peut-être Goldman-Jacquet. J'aurais dû ajouter le nom de Diwazawa et Tamagawa. Ici, donc Diwazawa et Tamagawa. Au cas général. Au cas général, c'est n'importe quel G, n'importe quel roue. Est-ce qu'il y a un principe de multiplicité 1 qui se sous-jacent dans la méthode de Goldman-Jacquet? Je ne pense pas. Tu as mentionné. Je ne pense pas. Il n'y a pas mieux. Enfin, moi, je crois que ça devait marcher pour n'importe quel cas, donc cette multiplicité 1 n'est pas important. Donc, j'essaie de formuler un peu ma façon, donc suivant ce truc programmatique de ce qu'on devrait faire. Donc ici, pour simplifier, donc là, il y a un petit travail à faire pour enlever cette hypothèse, mais que je n'ai pas fait. Mais je ne crois pas que c'est très difficile. Donc, on se place à une situation. C'est G est donné avec des déterminants. Donc, c'est homomorphisme de G dans GM. De sorte que, dualement, on a le GM, donc C star, s'envoie sur G chapeau, donc s'envoie sur roue de GM de C. Donc je demande que le composé soit le multiple scalaire. Donc, tout ce dont on veut garder de Goldman-Jacquet, c'est le déterminant, tel que dualement le centre, enfin le co-centre en quelque sorte, ça agit par un scalaire. Donc ça, c'est l'hypothèse qui simplifiera un peu notre discussion, mais après, je pense qu'il faut garder quelque chose comme ça, mais peut-être pas nécessairement le scalaire, peut-être une puissance. Mais comme c'est une théorie de peine de trou, donc je préfère de garder les hypothèses agréables au début. Et une fois qu'on aurait avancé sur d'autres choses, on peut revenir sur ce truc. Donc, alors,
par quoi remplace l'espace de matrice Mn? Donc, la première point assez triviale, mais on va aller tout de suite. Que les matrices n'est pas l'algèbre de Lie, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui contient le groupe en un coin ouvert, tel que l'action du groupe par lui-même, par la translation à gauche et à droite, se propage. Donc, on voit M rho, c'est quelque chose qui contient G, comme un ouvert de Zariski, tel que l'action de G fois G sur G se prolonge. D'accord? C'est ça ce qu'on veut, parce qu'on fait peine de produit de convolution, des choses comme ça, donc c'est ça qu'il faut mettre. Et pour des raisons aussi, on veut que M rho soit affine et normal. Alors, une variété affine et normale, il contient G, et l'action de G fois G sur G se prolonge. Donc, en fait, on a une multiplication sur M rho par normalité. Donc, ça implique que M rho est un monoïde algébrique. Donc, ce qu'on va faire, on va expliquer après. En fait, il y a une théorie, assez peu connue d'ailleurs, mais qui est très jolie, théorie des monoïdes, due à Puccia et Renner. C'est une sorte de généralisation de théorie de groupe réductif d'une part et des variétés toriques d'autre part. Donc ça se met ensemble en théorie de monoïdes algébriques. Donc, qui on fait une partie, donc c'est un cas particulier, donc les monoïdes, il contient ici des variétés toriques, mais il est contenu dans les variétés sphériques. Donc ici, l'espace homogène, c'est G fois G divisé par l'action sur G. Et bien sûr, par de Brouillat, le B fois B à une orbite ouverte. Donc, ça, c'est vraiment une variété sphérique. Donc je ne sais pas si Michel est là. Michel Brion devrait nous faire un exposé sur les variétés sphériques et monoïdes juste après, mais je ne le vois pas encore. J'espère qu'il n'est pas empêché par la pluie. En tout cas, donc, on a ce M rho, on va définir. On devrait définir aussi l'espace de rho fonction. Donc, ça, c'est le premier point. L'espace physique, c'est une sorte de monoïde. Donc, on a un espace de fonction, espace S rho GKV des rho fonctions. Donc, ce sont des fonctions qui sont localement constantes sur G de KV, mais qui n'ont pas de support compact, un peu comme un TZT d'ailleurs, mais qui ont des supports relativement compacts dans le monoïde. En particulier, on peut les faire de produits de convolution si on veut, et qui devrait être presque donc les germes au bord sont prescrits. Donc, autrement dit, il devait former un faisceau pour la topologie totalement disconnexe de M rho. Et donc, on a aussi la fonction basique. Donc, ce bêta de V
dans S de G de KV qui vérifie la même formule que la trace de cette fonction basique sur une représentation tordue par le déterminant à la puissance S. Donc j'ai un déterminant, donc j'ai le droit de faire ça. Ça doit être le n, la fonction L, BV, S, pi V, ρ, si pi V est non ramifié, et 0 sinon. Donc c'est une fonction qui est prescrite. Et on a le même, on devrait avoir un transform de Fourier. Donc on a une transformation je ne sais pas comment on dit, rho Fourier. Rho Fourier. Donc on devrait avoir un noyau carreau, donc qui est une généralisation de cette fonction psi de la trace. Donc tel que pour toute représentation de G de KV, admissible de KV pour toute coefficient de matrice, f de V, eh bien je veux que K rho, pour le convoler avec f, ça doit être le gamma, gamma rho de pi. Donc c'est scalaire qui dépend que de pi et de rho fois f. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est, qui est très désirable, mais qui ne nous donne pas directement K-ρ même, surtout les conjectures, parce qu'on ne connaît pas le gamma ρ, a priori. On le connaît dans des cas, mais on ne le connaît pas toujours. Donc c'est une question un peu de la poule et de l'œuf. On veut définir le gamma ρ par le K-ρ, mais on veut bien que le K-ρ produit le gamma qu'on veut dans le cas qu'on connaît. Donc voilà. Et enfin, on devrait avoir une formule de sommatoire de Poisson. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet de mon cours, d'essayer de discuter des points de ce programme. Donc on est sûr de rien une fois que c'est fini, bien sûr, mais on est presque sûr que c'est le monoïde, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de choix. Je vais expliquer maintenant. La question, d'ailleurs, n'est pas très compliquée. Ensuite, on a une interprétation géométrique très jolie de cette fonction basique qui définit comme une fonction perverse sur l'espace des arcs de ce monoïde, au moins dans le cas où ρ est irréductible. Ce qui fait qu'en fait, comme cette fonction basique est censée être un membre le plus représentatif de cet énorme espace. Donc, on espère bien que les singularités de l'espace d'arc de ce monoïde nous donnent une définition de l'espace de Schwarz. Donc, mais ça, c'est vraiment pas encore fait. Je croyais que c'était la partie la plus accessible au début, mais en fait, il est encore là. On n'a pas fait un iota de progrès là-dessus. Mais je ne doute pas que ce soit faisable. Ensuite, donc ça c'est le point que je pensais être le plus difficile donc, au début, parce que comment on peut généraliser cette fonction de la trace pour des problèmes ρ. Mais maintenant, je pense que j'ai des fonctions assez raisonnables, enfin, au moins dans le cas où j'ai un GNLN. Et quelconque. En fait, au début, j'ai fait de confectionner une définition vraiment à la main
qui est compatible avec le cas torique et compatible avec le cas principal. Donc ça fait une fonction qui est assez jolie. Mais ça ne marche pas dès le premier cas qui est en dehors du torique et le cas principal. En fait, c'était déjà réalisé par Laurent Lafort. Il a fait ce cours en 2014. Il a montré que cette fonction-là ne marche même pas dans le cas GN2. Et Lafort a donné une recette assez incroyable pour comment corriger. Parce que le principal défaut de ces fonctions de noyau naïf est qu'il n'est pas compatible avec les centres paraboliques. Donc, ce n'est pas terrible, une fonction qui n'est pas compatible avec les centres paraboliques. Donc, il donne une recette pour corriger, pour le rendre compatible avec les centres paraboliques. Et maintenant, je pense qu'on peut généraliser la recette de Laurent Lafort au cas GLN. Donc, j'ai une formule assez longue, mais c'est assez joli de ça. Donc, j'aimerais bien en parler à la fin du cours. Donc, de nouveau, formule de Poisson, là, je n'ai strictement rien à dire là-dessus. Mais on espère peut-être. Bon, je n'ai pas la moindre idée. Bon. Je vais encore dire quelques mots. Avant, peut-être, il faut que marque une pause de 10 minutes avant que Michel Brion commence. Donc, je vais expliquer ce monoïde ici. Bon, alors, la théorie de monoïde, je pense que Michel Brion va en parler en plus de détails. Mais la façon qu'on peut aborder le plus simplement, c'est de faire la chose suivante. Donc, on a M. Donc, ça, c'est un monoïde de groupe d'unité G. Donc, les éléments inversibles, le monoïde se forme un ouvert, qui est un groupe. Et le monoïde est beaucoup plus joli lorsque le groupe est réductif. Le groupe n'est pas réductif, la théorie est vraiment assez moche. Mais dans le cas réductif, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et par ailleurs, en fait, on peut faire la chose, comment construire ce monoïde à partir des données combinatoires. En fait, le truc le plus naïf marche. On prend le temps maximal dans G, on prend la clôture de Zariski de MT, de T dans M par forme d'apprendre normalisation, mais je vais faire comme si c'est déjà normal. Eh bien, donc MT, c'est une variété torique. Affine, normale, mais qui satisfait une condition, c'est qu'en fait, ici, on a l'ensemble de groupes de Weil sur G et il se prolonge à MT. En fait, il y a un théorème de Renner qui dit que c'est équivalent. Donc, de se donner un monoïde, c'est la même chose que donner une variété torique du temps maximal sur lequel le groupe de Weil, l'expression de groupe de Weil s'étend. Donc, du coup, on a une classification combinatoire, au moins théoriquement agréable. Après, si on va dans les détails, ça commence à être moins agréable, mais au moins. Donc, MT, c'est donné par un cône. Un cône rationnel strictement convexe, donc, qui ne contient pas de droite. Comment j'appelle ce cône C de MT, qui est à l'intérieur du groupe de cocaractères de T. Et il doit être stable par la somme de groupe de Weil.
C'est tout. C'est tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir un cône strictement convexe qui est stable sur rho de vaille. Et c'est comme ça, on voit tout de suite qu'on ne peut pas le faire pour un groupe semi-simple, par exemple. Un groupe semi-simple, on commence par un vecteur, on fait les conjugués de V, ça engendre un cône qui est tout l'espace, donc il n'est pas strictement convexe. Il faut vraiment avoir une partie de centre pour que ça fasse une cône comme ça. Donc le remplacement de groupe de Vaille, il agit un peu comme ça. Donc ça, c'est un peu la partie centrale. Il faut vraiment avoir une partie centrale pour faire une telle cône. Et donc, comment on peut construire cette donnée? On va prendre la représentation. Donc, en fait, on va faire le truc le plus naïf possible. On a un G chapeau qui va dans GLN de C. On va restreindre à T chapeau, au temps maximal de G chapeau. Donc, si on restreint la représentation de T chapeau, on obtient un multiset. Donc, ce sera des poids de ρ restreint à T chapeau et donne lieu à un ensemble qu'on appelle sigma de ρ. Ce sera en fait un ensemble de couples de lambda et m dans ce lambda ici fois les entiers positifs ou nuls. Donc M, c'est la multiplicité de lambda dans ρ de t. Et la somme on veut que la somme de lambda dans lambda de... En fait, le m lambda, c'est un graphe d'une fonction. Donc, de m lambda, c'est la dimension, c'est le n, la dimension de ρ. Voilà, et pour le... Donc, c'est en fait la partie combinatoire de... Et je vous ferai faire remarquer que ça marche aussi si on met le groupe de Galois ici, ça agit aussi sur ce truc. Donc la partie combinatoire, il n'y a pas de problème. Et en fait, pour la vectorite, on fait le truc le plus simple, c'est ça engendre une cône. Donc, on prend les lambda et m lambda positif engendre un cône W équivariant. Et c'est ce qui fait, cela va faire le monoïde. Donc il y a plusieurs définitions de ce monoïde. Donc celle-là qui paraît vraiment très naïve, on enlève beaucoup de déformations, mais ça va être équivalent à d'autres définitions. Je vais parler plus tard après. Et donc là, juste c'est un théorème qui est un travail joint avec Boutier. Moi-même, ça qui est l'aridis, que dans le cas où ρ est irréductible. Et si on prend l'espace de Schwarz, non, l'espace des arcs sur le m ρ, il faut remarquer que ce m ρ est presque toujours singulier, sauf dans le cas principal. Donc il y a des m ρ les singuliers, et l'espace des arcs c'est encore pire. Et ça, c'est une variété de dimension infinie, mais il est possible de définir la fonction
la fonction, donc ici c'est fp c'est m rho de fp de t. Si on veut définir une fonction ici, comme intersection sur ce m rho de fp de t, intersecté avec g de fp parenthèse de t. Donc c'est des fonctions qui, c'est des fonctions sur les points de g à valeur dans le corps local qui sont entiers comme points du monoïde. Donc il y a une fonction ici là-dessus et c'est exactement, et c'est à quelques normalisations près, c'est la fonction bp qu'on veut. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas de... ça marche, mais on voit bien qu'on a perdu trop d'informations en quelque sorte. On n'a pas tenu compte de toutes ces multiplicités. Donc c'est vraiment important pour définir le noyau de Fourier. Donc cet ensemble sigma rho des lambda m lambda donne lieu à un homomorphisme de groupe de GM n dans T. C'est-à-dire qu'on est équivalent. Donc, pour chaque lambda, on a un GM. Donc lambda donne lieu à un GM dans T. Donc pour chaque lambda, on met m lambda fois la même chose et on fait le produit. Donc ça, ça fait le homomorphisme de GMN. Et par la définition même de ce cône, ce qu'on va, en fait, c'est un vecteur torique. Et donc ça, c'est 1 à la puissance n. Donc ça se prolonge, un morphisme va être torique, de vecteur évident de AN et dans MT. Donc ça, c'est déjà un peu mieux. Donc on garde la multiplicité, ça se présente ici. Et ce qui est ça me parle de définition, l'action de W, ici, se relève ici. Et en fait, il y a une action qui se factorise par les permutations. Donc ça, c'est un point qui était un peu confus dans les papiers de ce sujet. Quand on a un groupe de G dans GNLN, comment on va envoyer le groupe de Weyl de G dans le groupe de Weyl de GNLN? On ne peut pas faire sur les normalisateurs, mais une fois qu'on met dans des combinatoires, on a un truc canonique. Donc, de toute façon, on fait des passages de combinatoires, donc pourquoi pas faire ça? En tout cas, on a ceci. Et cela nous induit un morphisme de GM n divisé par W par le quotient au sens des invariants de T sur W. Et ici, on a un G. Vous voyez, je ne vais pas écrire les formules parce que je veux finir dans 1-2 minutes. Le noyau de Fourier qu'on va définir, c'est une fonction sur G qui doit être stablement invariante. Donc, si on fait une fonction sur T sur W. Donc, on va obtenir comme une intégration à partir de ces valeurs toriques GM puissance n par une intégration de nombre de ces fibres. Et quelle fonction? Dimension AN, donc c'est sur KV à puissance n, on prend la fonction la plus évidente, c'est le psi des sommes de coordonnées, et puis on intègre ce nombre de fibres en champ de mesures raisonnables
parce que les fibres sont faites sur le tore, c'est le noyau de tore. Donc on obtient vraiment une fonction sur T sur W, et cette fonction c'est la bonne fonction dans le cas torique, il n'y a pas de problème. C'est ça, là c'est quasiment tautologie sur le cas torique. Et c'est un peu une coïncidence que ça marche aussi dans le cas de Godman-Jacquet, dans le cas principal. Mais c'est cette fonction qui est un peu naïve, c'est une fonction qui définit tore par tore. Et là, un défaut, c'est qu'il n'est pas compatible avec des centres paraboliques. Donc il faut une opération supplémentaire. Il y a un pseudo-différentiel appliqué à ce noyau naïf pour faire un vrai noyau. Et c'est donc je vais expliquer dans la suite du cours. Voilà, je vais terminer aujourd'hui. Merci.